L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, tous l'ont jugée quand elle a épousé l'homme le plus laid, mais 2 ans plus tard, tous ont découvert la vérité. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans les rues poussiéreuses de Marseille, un cri perçant déchira le silence de la nuit. Ce n'était pas le cri habituel d'un nouveau-né, mais plutôt un son qui glaçait le sang, comme si le bébé pressentait déjà le destin cruel qui l'attendait. Amélie Deschamps, épuisée par l'accouchement, se redressa sur son lit de fortune dans la petite chambre d'hôpital. « Laissez-moi voir mon enfant », supplia-t-elle, tendant les bras vers la sage-femme qui tenait le nourrisson. La sage-femme, Madame Beaumont, hésita, son visage trahissant une expression de choc et d'horreur qu'elle tentait en vain de masquer. « Madame Deschamps, commença-t-elle d'une voix tremblante, je pense qu'il vaudrait mieux attendre le médecin. » Mais Amélie insista, sa voix montant dans les aigus sous l'effet de la panique. « Donnez-moi mon bébé. » « Qu'est-ce qui ne va pas ?» À contre-séhur, Madame Beaumont s'approcha du lit et plaça délicatement le nouveau-né dans les bras de sa mère. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie regarda son fils, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Le visage du bébé était déformé, sa tête disproportionnée, ses traits tordus d'une manière qui défiait l'imagination. « Non » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Non, non, non. » Elle repoussa l'enfant, le rejetant presque dans les bras de la sage-femme. « Ce n'est pas possible » sanglota-t-elle. « Ce n'est pas mon enfant. Ce monstre ne peut pas être mon fils. » Le docteur Laurent Mercier, alerté par les cris, se précipita dans la chambre. Il prit rapidement la mesure de la situation, son visage se durcissant alors qu'il examinait l'enfant. « Madame Deschamps, dit-il d'une voix grave, votre fils souffre d'une condition extrêmement rare. Nous devons effectuer des tests supplémentaires pour... » Mais Amélie ne l'écoutait plus. Elle fixait le mur, les yeux dans le vide, murmurant sans cesse, « Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. » Le docteur Mercier se tourna vers Madame Beaumont. « Emmenez le bébé à la nurserie, ordonna-t-il à voix basse. Et contactez les services sociaux. Je crains que nous n'ayons affaire à un cas d'abandon. » Alors que la sage-femme quittait la pièce avec le nourrisson, un éclair illumina soudain la chambre, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. La tempête qui faisait rage dehors semblait refléter le chaos émotionnel qui régnait à l'intérieur. Dans le couloir, Madame Beaumont s'arrêta un instant, regardant le bébé qui, malgré son apparence, s'était calmé et la fixait de ses grands yeux sombres. « Pauvre petit » murmura-t-elle. « Quel destin cruel t'attend ?» Ce qu'elle ignorait, c'est que dans l'ombre du couloir, une silhouette les observait. Mathilde Durand, une vieille femme aux cheveux gris et au visage ridé par les années, sentit son cœur se serrer à la vue de l'enfant rejeté. « Attendez » appela-t-elle, sortant de l'obscurité. Madame Beaumont se retourna, surprise. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, méfiante. « Je suis Mathilde Durand » répondit la vieille femme. « Je suis bénévole à l'hôpital. J'ai tout entendu et je ne peux pas laisser cet enfant être abandonné ainsi. » Elle s'approcha, tendant les bras vers le bébé. « Laissez-moi le prendre » dit-elle doucement. « Je m'en occuperai. » Madame Beaumont hésita, déchirée entre son devoir et son désir de voir l'enfant aimé. « Mais, les procédures. »« Au diable les procédures » s'exclama Mathilde. « Cet enfant a besoin d'amour, pas de paperasse. Je lui donnerai un foyer, une famille. Je l'élèverai comme mon propre petit-fils. » Après un long moment de tension, Madame Beaumont céda, plaçant délicatement le bébé dans les bras de Mathilde. « Comment l'appellerez-vous » demanda-t-elle dans un murmure. Mathilde regarda le visage déformé du nourrisson et, pour la première fois, un sourire apparut sur ses lèvres. « Gaston, dit-elle. Gaston Durand. Car malgré son apparence, je sens qu'il sera un invité de marque dans ce monde. » Alors que Mathilde s'éloignait dans le couloir, berçant doucement Gaston, un autre éclair illumina le ciel, comme si le destin lui-même scellait cette rencontre improbable. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que cette nuit orageuse marquerait le début d'une histoire extraordinaire, une histoire qui défierait toutes les attentes et remettrait en question la notion même de beauté et d'humanité. Les années passèrent, et le petit Gaston grandissait sous l'œil vigilant et aimant de sa grand-mère adoptive, Mathilde. Cependant,
À mesure qu'il prenait conscience de son apparence unique, le poids de sa différence devenait de plus en plus lourd à porter. Un matin d'automne, alors que Gaston avait tout juste 10 ans, il se tenait devant le miroir fissuré de la salle de bain, scrutant son reflet avec une intensité douloureuse. Ses doigts tremblants tracèrent le contour de la protubérance irrégulière qui déformait sa joue droite, une excroissance qui semblait avoir grossi pendant la nuit. « Grand-mère » appela-t-il, la voix tremblante. « Grand-mère, viens voir. » Mathilde accourut, essuyant ses mains sur son tablier. « Qu'y a-t-il, mon petit ?» Gaston pointa du doigt son reflet. « Regarde, c'est encore pire qu'hier. Je suis un monstre. » Le cœur de Mathilde se serra. Elle s'agenouilla à côté de son petit-fils, prenant son visage entre ses mains ridées. « Gaston, mon chéri, écoute-moi bien. Tu n'es pas un monstre. Tu es unique, spécial. » Mais Gaston secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, grand-mère. Tu ne comprends pas. Les autres enfants, ils me regardent comme si j'étais une bête de foire. Hier, à l'école. » Sa voix se brisa, incapable de continuer. Mathilde l'enveloppa dans ses bras, le berçant doucement comme lorsqu'il était bébé. « Raconte-moi, mon petit, murmura-t-elle. Que s'est-il passé ?» Gaston prit une profonde inspiration. C'était pendant la récréation. Je jouais seul, comme d'habitude, quand un groupe de garçons s'est approché. Leur chef, Antoine Lefebvre, a commencé à me pointer du doigt en riant. Il ferma les yeux, revivant la scène douloureuse. Il a crié « Regardez, c'est l'abomination. Le monstre de Marseille. » Les autres ont ri, et puis... Mathilde sentit son petit-fils trembler dans ses bras. « Et puis... ils ont commencé à me jeter des cailloux, murmura Gaston. En criant que je devrais retourner dans ma grotte, que je n'avais pas ma place parmi les humains. » La colère monta en Mathilde, une fureur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Ces petits voyous » s'exclama-t-elle. « J'irai parler à leurs parents, à la directrice de l'école. » « Ils ne peuvent pas. » Mais Gaston l'interrompit, secouant la tête avec véhémence. « Non, grand-mère. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Je ne veux plus y retourner. Je ne veux plus sortir du tout. » Mathilde sentit son cœur se briser en entendant ces mots. Elle prit le visage de Gaston entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Écoute-moi bien, Gaston Durand. Tu es fort, tu es courageux, et tu as un cœur en or. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Mais malgré les paroles réconfortantes de sa grand-mère, Gaston ne pouvait effacer de son esprit les regards horrifiés et les moqueries cruelles. Les jours suivants, il refusa de quitter la maison, se cachant dans sa chambre dès qu'on frappait à la porte. Un soir, alors que l'orage grondait dehors, rappelant étrangement la nuit de sa naissance, Gaston entendit des voix provenant du salon. Curieux malgré sa peur, il se faufila silencieusement dans le couloir. « Madame Durand, disait une voix d'homme, vous devez comprendre que la situation est délicate. Un enfant avec une telle condition nécessite des soins spéciaux. » Des soins spéciaux ? La voix de Mathilde était tranchante comme un rasoir. « Mon petit-fils a besoin d'amour et de compréhension, pas d'être enfermé dans une institution. » Gaston sentit son cœur s'arrêter. Il voulait l'emmener ? Le séparer de la seule personne qu'il aimait vraiment ? « Madame, reprit l'homme, que Gaston identifia comme un assistant social, pensez à son bien-être. Dans un établissement spécialisé, il pourrait recevoir les traitements dont il a besoin, être entouré d'autres enfants comme lui. »« Il n'y a pas d'autres enfants comme lui, » s'écria Mathilde. « Gaston est unique, et c'est ici qu'il doit rester. » N'y tenant plus, Gaston surgit dans le salon. « Je ne partirai pas, cria-t-il, les poings serrés. Vous ne pouvez pas m'obliger. » L'assistant social, un homme d'une quarantaine d'années nommé Pierre Dubois, sursauta en voyant Gaston. Malgré ses années d'expérience, il ne put s'empêcher de reculer instinctivement face à l'apparence du garçon. Cette réaction n'échappa pas à Gaston, qui sentit une vague de honte et de colère monter en lui. « Vous voyez, dit-il d'une voix brisée. Même vous, vous avez peur de moi. Comment voulez-vous que je vive parmi les autres ?» Mathilde s'approcha de son petit-fils, le serrant contre elle. « Personne ne t'emmènera, mon chéri. Je te le promets. » Monsieur Dubois, visiblement mal à l'aise, tenta de reprendre contenance. « Jeune homme, je comprends que cette situation soit difficile pour toi.
Mais nous voulons seulement t'aider. Gaston le fixa de ses yeux sombres et intenses. M'aider? En m'arrachant à la seule personne qui m'aime? En me cachant du monde comme si j'étais une erreur de la nature? Un silence pesant s'installa dans la pièce, uniquement rompu par le grondement du tonnerre au dehors. Finalement, Monsieur Dubois soupira, passant une main fatiguée sur son visage. Très bien, dit-il. Pour l'instant, nous allons laisser les choses telles qu'elles sont. Mais nous continuerons à surveiller la situation. Alors que l'assistant social quittait la maison, Gaston se tourna vers sa grand-mère, les yeux pleins de larmes. Grand-mère, promets-moi que tu ne me laisseras jamais partir. Mathilde l'étreignit avec force. Jamais, mon petit. Nous affronterons ce monde ensemble, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Gaston prit une décision. Il ne se cacherait plus. Il affronterait le monde, avec toute sa cruauté et ses préjugés. Car au fond de lui, une petite voix lui disait que son destin était plus grand que ce que les autres voyaient. Un jour, il leur prouverait à tous qu'il était bien plus qu'une simple apparence. Les années passèrent, et Gaston Durand, maintenant âgé de 25 ans, menait une existence recluse dans la petite maison qu'il partageait toujours avec sa grand-mère Mathilde. Malgré sa promesse d'enfant d'affronter le monde, la réalité s'était avérée bien plus cruelle que prévu. Un matin d'été particulièrement étouffant, Gaston était assis dans l'atelier de cordonnerie qu'il avait aménagé dans le sous-sol de la maison. C'était là qu'il passait la plupart de ses journées, réparant les chaussures que les voisins déposaient discrètement devant leur porte. Ce travail solitaire lui convenait, lui permettant de gagner sa vie sans avoir à affronter les regards horrifiés des gens. Soudain, on frappa à la porte de l'atelier. Gaston sursauta, peu habitué aux visites. « Qui est-ce » demanda-t-il, méfiant. « Monsieur Durand » répondit une voix masculine. « Je m'appelle Étienne Rousseau. J'aimerais vous parler d'une opportunité unique. » Intrigué malgré lui, Gaston hésita un moment avant d'ouvrir la porte. Devant lui se tenait un homme d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu, avec des lunettes rondes et un sourire engageant. Étienne Rousseau, contrairement à la plupart des gens, ne montra aucun signe de surprise ou de dégoût face à l'apparence de Gaston. Au contraire, ses yeux brillèrent d'un éclat étrange, presque excité. « Monsieur Durand, commença-t-il, je suis producteur dans l'industrie du divertissement. Et je pense que vous avez quelque chose d'extraordinaire à offrir au monde. » Gaston ricana amèrement. « Quelque chose à offrir ? Mon apparence grotesque, vous voulez dire ? Pour effrayer les enfants dans vos spectacles de foire ? » Étienne secoua la tête. « Non, non, vous ne comprenez pas. Je parle de votre singularité, de votre courage d'être qui vous êtes dans un monde qui craint la différence. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Monsieur Durand, que diriez-vous de participer à un concours inhabituel ?» Gaston fronça les sourcils. « Quel genre de concours ? » Eh bien, répondit Étienne, disons que c'est un événement qui célèbre l'unicité sous toutes ses formes. Une compétition pour trouver l'homme le plus atypique de France. Un silence pesant s'installa dans l'atelier. Gaston fixait Étienne, partagé entre l'incrédulité et la colère. « Vous vous moquez de moi » demanda-t-il finalement, sa voix tremblant légèrement. Étienne leva les mains en signe d'apaisement. « Pas du tout. Je suis on ne peut plus sérieux. Ce concours pourrait changer votre vie, monsieur Durand. Pensez Y, une chance de montrer au monde que la beauté prend de nombreuses formes. » Gaston secoua la tête, incrédule. « Et vous pensez que les gens vont applaudir ? Qu'ils vont soudainement accepter quelqu'un comme moi ? Peut-être pas tout de suite, admit Étienne. Mais c'est un début. Une chance de prendre le contrôle de votre narratif, de transformer ce que le monde voit comme une malédiction en une bénédiction. » À ce moment-là, Mathilde entra dans l'atelier, alertée par les voix. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, méfiante. Étienne se présenta à nouveau et expliqua rapidement son idée. Contre toute attente, le visage de Mathilde s'illumina. « Gaston, mon chéri, dit-elle en se tournant vers son petit-fils, c'est peut-être l'opportunité que nous attendions depuis toutes ces années. » Gaston regarda sa grand-mère, puis Étienne, puis à nouveau sa grand-mère. « Vous êtes sérieux ? Vous pensez vraiment que je devrais faire ça ? » Mathilde prit les mains de Gaston dans les siennes. « Mon petit, toute ta vie, tu t'es caché. Peut-être est-il temps de montrer au monde qui tu es vraiment, à l'intérieur. » Les jours suivants furent remplis de discussions animées, de doutes et de peurs.
Gaston oscillait entre l'excitation à l'idée de sortir enfin de l'ombre et la terreur de l'humiliation publique. Finalement, après une nuit d'insomnie, Gaston prit sa décision. Il descendit dans la cuisine où sa grand-mère préparait le petit déjeuner. « Grand-mère, dit-il d'une voix tremblante mais déterminée, je vais le faire. Je vais participer à ce concours. » Mathilde se retourna, les larmes aux yeux. « Oh, mon brave petit. Je suis si fier de toi. » Le jour du concours arriva plus vite que prévu. Gaston se tenait dans les coulisses, le cœur battant à tout rompre. Il pouvait entendre la foule qui s'agitait de l'autre côté du rideau. Étienne s'approcha de lui, posant une main rassurante sur son épaule. « Vous êtes prêt, monsieur Durand ?» Gaston prit une profonde inspiration. « Non, admit-il. Mais je vais le faire quand même. » Lorsque son nom fut annoncé, Gaston sentit ses jambes trembler. Mais en pensant à sa grand-mère qui l'attendait à la maison, il trouva la force d'avancer. Le silence qui tomba sur la salle lorsqu'il apparut sur scène était assourdissant. Puis, contre toute attente, des applaudissements commencèrent à retentir. D'abord timides, puis de plus en plus forts. Gaston regarda la foule, ébahi. Il vit des visages souriants, des yeux remplis non pas de dégoût, mais d'admiration. Pour la première fois de sa vie, il se sentit accepté. Ce jour-là marqua un tournant dans la vie de Gaston Durand. Ce qui avait commencé comme un concours bizarre devint le début d'une extraordinaire aventure. Gaston ne le savait pas encore, mais sa victoire ce jour-là allait ouvrir des portes qu'il n'aurait jamais imaginées, et le mener vers un destin bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu rêver. La victoire de Gaston Durand au concours de l'homme le plus atypique de France fut le début d'une transformation stupéfiante, non seulement pour lui-même, mais pour toute la société française. Au lendemain de l'événement, Gaston se réveilla dans un monde complètement différent. Son téléphone, habituellement silencieux, ne cessait de sonner. Des journalistes, des producteurs de télévision, et même des politiciens voulaient tous parler à l'homme qui avait captivé la nation avec son courage et son authenticité. « Grand-mère » appela Gaston, submergé par l'attention soudaine, « que dois-je faire ?» Mathilde, qui observait ce tourbillon avec un mélange de fierté et d'inquiétude, posa une main apaisante sur l'épaule de son petit-fils. « Mon chéri, c'est ta chance de changer les choses. Utilise-la sagement. » Encouragé par les paroles de sa grand-mère, Gaston décida d'accepter une invitation à une émission de talk-show populaire. Le soir de l'émission, les rues de Paris étaient bondées de gens qui voulaient apercevoir le nouveau phénomène national. Dans les coulisses, Gaston sentait son cœur battre la chamade. L'animatrice, Sophie Leblanc, s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Monsieur Durand, êtes-vous prêt ?» Gaston prit une profonde inspiration. « Autant que je peux l'être, » répondit-il avec un léger sourire nerveux. Lorsqu'il entra sur le plateau, le public se leva d'un seul mouvement, l'applaudissant à tout rompre. Gaston, ému aux larmes, mit un moment à reprendre ses esprits. « Gaston, » commença Sophie une fois le calme revenu, « vous êtes devenu un véritable phénomène du jour au lendemain. Comment vivez-vous cette nouvelle célébrité ?» Gaston réfléchit un instant avant de répondre. « C'est surréaliste, admit-il. Toute ma vie, j'ai été rejeté, moqué, évité. Et maintenant, les gens m'acclament. C'est à la fois merveilleux et terrifiant. » Au fil de l'entretien, Gaston partagea son histoire, parlant de son enfance difficile, de l'amour inconditionnel de sa grand-mère, et de ses années de solitude. Le public était suspendu à ses lèvres, beaucoup essuyant discrètement des larmes. « Vous savez, » dit Gaston vers la fin de l'émission, « je ne suis pas ici pour être une curiosité ou un phénomène de foire. Je suis ici pour montrer que la beauté et la valeur d'une personne ne se mesurent pas à son apparence. » Ces mots résonnèrent dans tout le pays, déclenchant un débat national sur la beauté, l'acceptation et l'inclusion. Dans les semaines qui suivirent, Gaston fut sollicité de toutes parts. Des marques de mode avant-gardistes voulaient qu'il soit leur égérie, des réalisateurs lui proposaient des rôles, et des politiciens cherchaient son soutien pour des campagnes de lutte contre la discrimination. Mais c'est une rencontre inattendue qui allait vraiment changer sa vie. Un jour, alors qu'il donnait une conférence dans une école d'art, une jeune femme s'approcha de lui. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux d'un vert intense. « Monsieur Durand, dit-elle, je m'appelle Amélie Fournier. Je suis compositrice, et votre histoire m'a inspiré. J'aimerais créer une œuvre basée sur votre vie. » Gaston fut intrigué. « Une œuvre musicale sur moi ? Vraiment ?» Amélie hocha la tête avec enthousiasme. «
Oui, je pense que votre parcours pourrait donner naissance à quelque chose de vraiment beau et puissant. Touché par la sincérité d'Amélie, Gaston accepta de collaborer avec elle. Au fil des semaines, ils passèrent de nombreuses heures ensemble, Gaston partageant son histoire pendant qu'Amélie composait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que leur collaboration artistique se transformait lentement en quelque chose de plus profond. Amélie voyait au-delà de l'apparence de Gaston, appréciant son esprit vif et son cœur généreux. Gaston, quant à lui, était fasciné par la créativité et la compassion d'Amélie. Le jour de la première de l'œuvre d'Amélie, intitulée La beauté cachée, l'Opéra Garnier était plein à craquer. Gaston, assis au premier rang aux côtés de sa grand-mère, sentait son cœur déborder d'émotion alors que la musique racontait son histoire. À la fin du spectacle, le public se leva pour une ovation qui dura plusieurs minutes. Amélie, rayonnante, invita Gaston à la rejoindre sur scène. Sous les projecteurs, leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de triomphe partagé, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Cette soirée marqua non seulement l'apogée de la nouvelle carrière de Gaston, mais aussi le début d'une histoire d'amour qui allait défier toutes les conventions. Alors que Gaston rentrait chez lui cette nuit-là, il réalisa à quel point sa vie avait changé. De l'homme qui se cachait dans son atelier, il était devenu une figure nationale, un symbole d'espoir et de résilience. Et peut-être, pour la première fois de sa vie, il commençait à entrevoir la possibilité d'un amour véritable. Le ridicule s'était véritablement transformé en sublime, et l'aventure de Gaston Durand ne faisait que commencer. La collaboration artistique entre Gaston Durand et Amélie Fournier avait ouvert la porte à une relation plus profonde. Cependant, comme toute belle histoire d'amour, celle-ci allait connaître ses propres défis. Un soir d'automne, Gaston et Amélie se promenaient le long des quais de la Seine, main dans la main. Les feuilles dorées tourbillonnaient autour d'eux, créant une atmosphère presque magique. Amélie, commença Gaston, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Amélie s'arrêta, se tournant pour faire face à Gaston. Ses yeux verts brillaient d'émotion. Oh, Gaston, murmura-t-elle, je t'aime aussi. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Ils s'embrassèrent tendrement, ignorant les regards curieux des passants. Pour eux, à cet instant, le monde extérieur n'existait plus. Cependant, leur bonheur allait bientôt être mis à l'épreuve. Quelques jours plus tard, alors qu'ils dînaient dans un restaurant chic, un couple à une table voisine commença à les fixer ouvertement. C'est répugnant, murmura la femme, assez fort pour être entendue. Comment peut-elle être avec ça? Gaston se raidit, la douleur visible dans ses yeux. Amélie, furieuse, se leva brusquement. Madame, dit-elle d'une voix glaciale, l'homme que vous insultez est l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Sa beauté intérieure dépasse de loin votre mesquinerie. Le restaurant entier était silencieux, tous les yeux rivés sur la scène. Gaston, touché par la défense passionnée d'Amélie, se leva à son tour et prit sa main. « Viens, mon amour, dit-il doucement. Nous n'avons pas besoin de ça. » Alors qu'il quittait le restaurant, des applaudissements spontanés éclatèrent parmi les autres clients, beaucoup exprimant leur soutien au couple. Cet incident, bien que douloureux, renforça leur lien. Cependant, il rappela aussi à Gaston les défis qu'Amélie devrait affronter en étant avec lui. Un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé de l'appartement d'Amélie, Gaston aborda le sujet qui le tourmentait. « Amélie, dit-il doucement, es-tu vraiment sûre de vouloir cette vie? Les regards, les commentaires, les jugements. Ce ne sera pas facile. » Amélie se redressa, prenant le visage de Gaston entre ses mains. « Gaston Durand, écoute-moi bien. Je t'aime pour qui tu es, pas pour à quoi tu ressembles. Ces défis, nous les affronterons ensemble. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, scellant leur engagement l'un envers l'autre. Quelques mois plus tard, Gaston décida de franchir une étape importante. Il emmena Amélie dîner chez sa grand-mère Mathilde. Mathilde, qui avait entendu parler d'Amélie mais ne l'avait jamais rencontrée, était nerveuse. Elle voulait désespérément que son petit-fils soit heureux, mais craignait aussi qu'il ne souffre si les choses tournaient mal. Lorsqu'Amélie entra dans la petite maison au bras de Gaston, Mathilde fut immédiatement frappée par la façon dont la jeune femme regardait son petit-fils avec un amour et une admiration évidents. Le dîner fut rempli de rires et d'histoires partagées. À la fin de la soirée, alors que Gaston était sorti pour prendre un appel téléphonique, Mathilde prit Amélie à part. « Ma chère, dit-elle, les yeux brillants de larmes contenues,
je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez apporté une lumière dans la vie de Gaston que je n'avais jamais vue auparavant. Amélie sourit tendrement. C'est lui qui a apporté la lumière dans ma vie, Madame Durand. Votre petit-fils est l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Mathilde serra Amélie dans ses bras, sentant que son petit-fils était entre de bonnes mains. Cependant, leur bonheur allait bientôt être mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Un matin, Gaston reçut un appel d'Étienne Rousseau, le producteur qui avait changé sa vie. Gaston, dit Étienne, sa voix trahissant son excitation, j'ai une opportunité incroyable pour vous. Une tournée internationale, des conférences dans les plus grandes villes du monde pour parler de votre parcours et inspirer les gens. Gaston était partagé. C'était une chance incroyable, mais cela signifiait aussi s'éloigner d'Amélie pendant plusieurs mois. Lorsqu'il partagea la nouvelle avec Amélie, elle l'encouragea immédiatement. C'est ta chance de changer le monde, Gaston, dit-elle. Tu dois la saisir. Mais alors que la date du départ approchait, la tension entre eux grandissait. La veille du départ de Gaston, une dispute éclata. Tu es sûr que ça ira? Demanda Gaston pour la énième fois. Je peux annuler si. Arrête, s'exclama Amélie, frustrée. Je t'ai dit que ça irait. Tu ne me fais pas confiance? Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Finalement, Gaston murmura, j'ai peur, Amélie. Peur que tu réalises que ta vie serait plus facile sans moi. Ces mots brisèrent la colère d'Amélie. Elle s'approcha de Gaston, le serrant fort contre elle. Jamais, murmura-t-elle. Tu es ma vie maintenant, Gaston. Quoi qu'il arrive, je serai là à ton retour. Le lendemain matin, à l'aéroport, leurs adieux furent déchirants mais remplis d'amour et de promesses. Alors que Gaston franchissait la porte d'embarquement, il se retourna une dernière fois, gravant l'image d'Amélie dans sa mémoire. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que cette séparation allait mettre leur amour à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, et que le destin leur réservait encore bien des surprises. Les mois passèrent, et la tournée internationale de Gaston Durand connut un succès retentissant. Son message d'acceptation de soi et de résilience touchait les cœurs partout dans le monde. Cependant, malgré son succès professionnel, Gaston sentait un vide grandissant dans son cœur. Les appels vidéo quotidiens avec Amélie ne suffisaient plus à apaiser son manque. Un soir, après une conférence particulièrement émouvante à New York, Gaston se retrouva seul dans sa chambre d'hôtel, fixant son reflet dans le miroir. Soudain, une douleur lancinante le traversa, partant de sa joue droite et irradiant dans tout son crâne. Il s'effondra au sol, hurlant de douleur. Lorsqu'il reprit conscience, il était dans un lit d'hôpital, entouré de médecins à l'air grave. Le docteur Emma Johnson, une éminente neurologue, s'approcha de son lit. « Monsieur Durand, commença-t-elle doucement, nous avons effectué plusieurs examens pendant votre inconscience. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. » Gaston sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que c'est, docteur ? » Votre condition, elle s'aggrave. La tumeur qui cause vos déformations faciales grandit. Si nous n'intervenons pas rapidement, elle pourrait mettre votre vie en danger. Le monde de Gaston s'écroula. Tout ce qu'il avait construit, tout ce pourquoi il s'était battu, semblait soudain insignifiant face à cette nouvelle réalité. Y a-t-il un traitement? Demanda-t-il, la voix tremblante. Le docteur Johnson hésita. Il y a une option chirurgicale. Nous pourrions retirer la tumeur et potentiellement corriger une grande partie de vos déformations faciales. Mais l'opération est risquée. Il y a un risque de ne pas survivre. Gaston ferma les yeux, submergé par l'émotion. D'un côté, la possibilité d'une vie normale, sans les regards et les jugements. De l'autre, le risque de tout perdre. J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-il. Les jours suivants furent un tourbillon d'examens médicaux et de discussions avec des spécialistes. Gaston refusa d'informer Amélie ou sa grand-mère, ne voulant pas les inquiéter avant d'avoir pris une décision. Finalement, après une nuit d'insomnie, Gaston prit sa décision. Il allait subir l'opération. Mais avant cela, il devait rentrer en France. Il devait voir Amélie une dernière fois, au cas où. Le vol de retour fut le plus long de sa vie. Quand il arriva enfin à l'appartement d'Amélie, il était épuisé, physiquement et émotionnellement. Amélie ouvrit la porte, son visage s'illuminant à la vue de Gaston. Mais son sourire se fana rapidement lorsqu'elle vit son expression. « Gaston ?
Qu'est-ce qui ne va pas? Il entra, s'effondrant presque dans ses bras. Entre deux sanglots, il lui raconta tout, le diagnostic, l'opération imminente, les risques. Amélie l'écouta en silence, le serrant fort contre elle. Quand il eut fini, elle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. Gaston Durand, écoute-moi bien. Je t'aime. Peu importe ce qui arrivera, peu importe à quoi tu ressembleras après cette opération, je t'aimerai toujours. Mais tu dois te battre, tu m'entends? Tu dois revenir pour moi. Ces mots donnèrent à Gaston la force dont il avait besoin. Le jour de l'opération arriva trop vite. Dans la salle d'attente de l'hôpital, Amélie et Mathilde se tenaient la main, unies dans leur amour pour Gaston. Les heures passèrent, interminables. Enfin, le docteur Johnson sortit du bloc opératoire, son expression indéchiffrable. L'opération est terminée, annonça-t-elle. Monsieur Durand a survécu. Un soupir de soulagement collectif emplit la pièce. Mais le docteur n'avait pas fini. Il y a cependant quelque chose que vous devez savoir. Pendant l'opération, nous avons fait une découverte étonnante. La tumeur de Monsieur Durand, elle n'était pas cancéreuse comme nous le pensions initialement. En fait, il s'agissait d'un tissu extrêmement rare qui, une fois retiré, a révélé, eh bien, vous devriez le voir par vous-même. Lorsqu'Amélie et Mathilde entrèrent dans la chambre de Gaston, elles eurent le souffle coupé. Là, sur le lit, se trouvait un homme qu'elles reconnaissaient à peine. Le visage de Gaston, autrefois déformé, était maintenant magnifique. Ses traits étaient symétriques, ses yeux brillants, son sourire éblouissant. Gaston ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois avant de se concentrer sur Amélie. « Mon amour, murmura-t-il, est-ce que tu m'aimes toujours ?» Amélie éclata en sanglots, se précipitant à son chevet. « Idiot, dit-elle entre ses larmes, je t'ai toujours aimé pour qui tu es, pas pour ton apparence. » Mathilde s'approcha à son tour, les larmes aux yeux. « Mon petit, dit-elle doucement, tu as toujours été beau à mes yeux. » Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Gaston fit le tour du monde. L'homme autrefois connu comme « le plus laid de France » était devenu un symbole de transformation et d'espoir. Mais pour Gaston, la plus grande beauté résidait dans l'amour inconditionnel d'Amélie et de sa grand-mère. Un an après l'opération, Gaston et Amélie se marièrent dans une cérémonie intime. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Gaston réalisa que son véritable voyage n'avait jamais été à propos de son apparence. Il s'agissait d'apprendre à s'aimer soi-même et à accepter l'amour des autres, peu importe les circonstances. Tandis que le soleil se couchait sur leur réception de mariage, Gaston serra Amélie dans ses bras, regardant les invités danser et rire. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, aux obstacles qu'il avait surmontés, et au bonheur qu'il avait finalement trouvé. « Tu sais, murmura-t-il à l'oreille d'Amélie, je crois que j'ai enfin compris quelque chose. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. Gaston sourit, son visage rayonnant d'une beauté qui venait autant de l'intérieur que de l'extérieur. Que la véritable beauté, celle qui compte vraiment, ne change jamais. Elle était là tout le temps, attendant simplement que nous la voyions. Amélie l'embrassa tendrement, et ensemble, ils se tournèrent vers leur avenir, prêts à affronter tout ce que la vie leur réserverait, main dans la main, cœur contre cœur. Ainsi se termina l'extraordinaire voyage de Gaston Durand, un homme qui avait appris que la vraie beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la force de l'âme et la capacité à aimer et à être aimé en retour.